Amis du soir, bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de la bergerie d'or, un conte écrit par Louis Bechstein. Il était une fois une belle jeune fille qui s'appelait Lise. C'était la fille unique d'un chevalier farouche. Elle aimait la forêt avec le chant des oiseaux, le parfum des fleurs, le chuchotement des sources. Elle s'y promenait volontiers tantôt avec sa vieille nourrice, sa seule compagne, car la mère de Lise était morte très jeune, tantôt solitaire, car elle n'avait rien à redouter et n'avait aucune peur parce qu'elle ne connaissait pas le danger. Un jour, Lise se promenait ainsi autour du château de son père. Dans la forêt verte, aux arbres séculaires, aux rochers pittoresques tapissés de fougères variées et de plantes rares, mélangées de fleurs et arrosées par des sources vives. Elle arriva à une grotte qui lui sembla tout à fait inconnue. Elle ne se souvenait ni de l'avoir vue, ni de s'en être jamais approchée. De l'intérieur de cette grotte sortait un bruit harmonieux, pareil au son d'une harpe éolienne. Elle se sentit entraînée dans ce passage étroit et sombre qui devenait de plus en plus obscur et resserré à mesure qu'elle avançait. Arrivée à l'endroit le plus étroit et le plus noir, elle aperçut une douce clarté à travers une fente. Lise ne résista pas à la curiosité, se glissa par cette fente et se trouva soudain au milieu d'un monde tout différent du nôtre. Les sons et la lumière augmentèrent d'intensité. Elle vit s'épanouir des fleurs magnifiques en pierreries, dont les feuilles étaient aussi des pierres fines de toutes les nuances possibles de vert. Des petits êtres, à peine hauts de 2 pieds, se pressaient en masse sur la prairie. Et bientôt, Lise fut entourée d'une foule innombrable qui lui souhaita la bienvenue. Ces petits êtres s'approchèrent d'elle avec une confiance quelque peu insolente. « Qui êtes-vous ? demanda-t-elle étonnée. Je ne vous ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler de vous. Nous sommes le peuple de la montagne, les grillons, répondit un des petits êtres
d'une petite voix fine et aiguë qui avait en vérité quelque chose du cri d'un grillon. Il n'est point surprenant que tu ne nous connaisses pas. Nos grottes ne sont pas ouvertes tous les jours, ni à toutes les heures de la journée où l'œil humain pourrait les voir. Jamais je n'ai entendu parler du peuple de la montagne, des grillons, d'Élise qui vivait comme dans un rêve. Apprends à nous connaître et tu nous aimeras, reprit le premier de ces êtres souterrains. Et si tu nous aimes, tu deviendras une des nôtres, peut-être notre reine. Reine, ce mot enflamma le cœur de Lise. Il avait été beaucoup question de reine dans le château de son père. Elles étaient en général très riches et très belles. Tout le monde leur obéissait et les servait. Oui, sa nourrice le lui avait raconté. Pourquoi Lise ne pourrait-elle pas devenir reine? Elle se laissa conduire par ses gentilles connaissances et parcourut avec elle le royaume souterrain. Toute cette magnificence qui l'entourait, toute cette splendeur l'éblouit. Les sons mélodieux ravirent son âme. Et puis le doux murmure des ruisseaux, le bruissement lointain des cascades dont les flots se précipitaient sur la terre, cette douce clarté, plus vive que le clair de lune et moins intense que la lumière du soleil. Tout cela frappa les sens de Lise, qui était encore presque une enfant. L'amabilité des grillons avec qui l'on pouvait jouer si gentiment comme elle le croyait, tout excitait en elle le désir de vivre toujours dans ce royaume souterrain. Car là-haut, aucune affection ne la retenait. Son père était un chevalier brusque et rude qui se souciait peu d'elle. Sa nourrice était vieille et pouvait mourir. Alors, Lise vivrait seule et sans joie dans le château de son père, évitée de tous les hommes. Ses réflexions furent encore accompagnées par le chuchotement et les prières de Grillon. Reste chez nous, tu ne vieilliras jamais, tu fleuriras éternellement dans les charmes de la jeunesse. Chaque jour sera une fête pour toi. Tout ce que tu désireras, tu l'auras. Pour toi, toujours les meilleures choses. Ainsi entourée et entraînée, Lise se vit tout à coup un troupeau de brebis à peine grandes comme des agneaux. Leur toison était d'or,
le petit chien éveillé qui les gardait avait également des poils d'or. Elle ne vit pas de berger, mais une houlette d'or était par terre. Lise souhaita la possession de ce troupeau. Tu pourrais, pensait-elle, mettre les grillons à l'épreuve. Et elle leur dit : si je restais chez vous, mes bons petits grillons, et si je désirais posséder ce troupeau pour le conduire moi-même, accéderiez-vous à mon désir ? Des centaines de voix fines lui répondirent : oh oui, oh oui. Et les grillons ne firent à Lise qu'une seule condition : c'est qu'elle ne mettrait jamais plus les pieds sur la terre et qu'elle garderait avec soin le troupeau pour qu'aucune brebis précieuse ne se perdît. Puis ils lui donnèrent la houlette d'or, l'ornèrent de rubans d'argent et lui souhaitèrent la bienvenue comme à l'une des leurs. Lise ne vit plus dans ce royaume d'innocence les révolutions des jours, des mois, des saisons, ni les vicissitudes des destins puissants qui agitent le cœur des hommes. Là-haut, on l'avait cherché, on l'avait cru perdu, on avait porté son deuil, puis on l'avait oublié. Sa nourrice était morte, son père avait péri sur le champ de bataille. Il ne restait sur la montagne que des ruines entourées d'une forêt. Non plus la vieille forêt d'autrefois. Ses arbres avaient été abattus et une forêt nouvelle croissait là-haut, dont les arbres étaient déjà grands et forts. Lise continuait toujours à garder son troupeau d'or et à jouer avec les grillons naïfs. Elle apprit beaucoup de secrets de la nature et du royaume souterrain, et le souvenir d'un autre monde où elle avait vécu jadis lui semblait un rêve. Pourtant, ce souvenir ne s'endormait pas. Il se réveilla au contraire en elle, de plus en plus vif, et devint le mal du pays. Lise avait remarqué que tantôt un grillon, tantôt un autre allait sur la terre, tandis qu'à elle, on lui avait défendu sévèrement toute communication avec les hommes. Et peu à peu, elle arriva à faire des réflexions qui détruisirent le bonheur calme qu'elle avait goûté jusque-là. À quoi me sert ce troupeau, pensait-elle. Je le garde
mais il ne m'appartient pas. Je n'en puis faire ce que je veux. Je deviendrai, m'avait-on promis, la reine des grillons, et je suis devenue tout le contraire, une pauvre bergère. Tout le monde là-haut, vers la belle clarté du soleil. Les racines rassemblent les principes vivifiants dans le sein de la sève pour les faire pénétrer et monter jusqu'à la cime des arbres. Les sources, les eaux souterraines courent toutes sur le sol et se frayent un chemin avec impétuosité. Où est le ciel bleu que j'ai vu autrefois? Où est le pays rafraîchi par la tiède brise du printemps? Où est le son majestueux des cloches? Les grillons n'ont pas de Dieu, pas d'église, pas de ciel. Moi, je veux revoir le ciel. Je veux... Et alors Lise découvrit ses désirs au grillon. Ceux-ci penchèrent tristement leurs petites têtes. Ils prévoyaient tous ce qui allait arriver. Tu as promis de rester toujours avec nous, objectèrent-ils. Vous m'avez promis la réalisation de tous mes désirs, reprit Lise. Mais nous t'avons imposé la condition de ne jamais retourner sur la terre. Il t'en souvient? Je ne veux pas y retourner, dit Lise. Je veux seulement la revoir, elle et le ciel bleu, et humer la douce brise du printemps. Alors, tu ne seras plus une des nôtres, objectèrent encore les grillons. Tu te faneras, tu vieilliras et tu mourras. Dans notre royaume fleurit la jeunesse éternelle. Lise se tut, mais elle devint triste. Son désir ne fit que s'accroître. Elle ne soignait plus son troupeau d'or. Rien ne la réjouissait plus. Elle n'adressait la parole à aucun grillon. Les grillons se plaignirent entre eux. Elle est perdue de toute façon pour nous. Satisfaisons son désir. Lise rentra dans la grotte supérieure qui lui avait donné accès dans le royaume des souterrains et revit la lumière splendide d'un jour terrestre. Ah, quel puissant rayonnement! Ses regards enchantés se perdirent dans la campagne, du côté où s'élevait le château de son père. Mais bientôt, comme tout lui parut étrange, les rayons du soleil tremblaient sur les couronnes de verdure des arbres.
Le ciel souriait dans son bleu de saphir. Les vieux rochers étaient toujours les mêmes, mais les arbres avaient changé. Le chemin nivelé qui avait conduit Lise à la grotte n'existait plus. Le sol entier de la forêt était couvert d'une couche épaisse d'herbes sauvages. Lise regarda vers le sommet de la montagne, où elle savait le château de son père. Avec ses tours et ses tourelles, ses créneaux, ses saillies, elle resta consternée. Il n'y avait plus rien. Rien ne subsistait qu'un dernier débris du mur d'enceinte, surmonté d'un vieux beffroi grisâtre. Sur les créneaux ébréchés duquel étaient perchés des corbeaux et des faucons. Qu'est-ce donc, se demanda-t-elle. Mon séjour là-bas me paraît si court, et tant d'années se sont écoulées. Mais quel âge puis-je avoir alors? Elle regarda tout autour d'elle et vit des bourgs et des châteaux nouveaux dans le lointain. Mais d'autres, dont elle se souvenait très bien, avaient disparu. Lise n'osa mettre le pied dehors. Elle resta dans la grotte, car elle avait promis au grillon, lorsqu'il lui avait permis enfin, à contre-cœur toutefois, de revoir la terre. Et bien des jours elle y resta, songeant et réfléchissant. On lui permit aussi de sortir son petit troupeau d'or et de le garder sur la prairie, devant la grotte, mais seulement à jour et à heure fixe. Le premier jour du mois de mai, à l'Ascension, à la Pentecôte, à la Saint-Jean, soit à midi, quand le ciel est le plus haut, ou vers minuit, la veille de ces fêtes. Ces jours-là, beaucoup d'habitants de la contrée, suivant une ancienne habitude des temps païens, gravissaient les hauteurs pour y chercher des plantes médicinales et des racines miraculeuses. Il arriva quelquefois à Lise d'être vue par des hommes. On était frappé de cet étrange fantôme, pâle, calme, sérieux, vêtu d'une robe blanche qui ne vieillissait jamais. Quelques-uns virent aussi son troupeau d'or, mais ils ne purent, malgré tous leurs efforts, attraper une brebis, car le chien gardait les têtes à toison d'or d'un œil attentif, et au moindre avertissement qu'il faisait entendre, Lise levait sa houlette et son troupeau disparaissait.
Quand des hommes purs et bons s'approchaient de Lise, elle répondait aux questions qu'ils lui adressaient, mais seulement à des questions sérieuses et faites dans un but sérieux. Parfois, ces réponses avaient un double sens, sous lequel elles contenaient un avis ou des paroles prophétiques. Alors, ils se souvinrent que dans les temps païens, il avait déjà vécu dans les forêts des dieux et des prophétesses, et ils appelèrent Lise, du nom de ses prêtresses, une Alrune. Toutes les dames blanches sont des pareilles Alrunes, qui, d'après la légende, hantent les vieux châteaux et les vieilles forêts en attendant leur délivrance. Lise aussi espérait être délivrée de la captivité où la retenait le charme des grillons, à qui elle s'était donnée elle-même. Mais elle ignorait que son désenchantement dépendit d'une chose presque inimaginable. Un jour qu'elle était assise dans l'obscurité de sa grotte et laissait brouter son troupeau sur la prairie, une créature humaine y survint. C'était une Bilbs, ou méchante sorcière, faisant secrètement du mal aux hommes et aux animaux. Elle appela Lise. « Pourquoi restes-tu toujours seule sur cette hauteur, grande Alrune? Rentre parmi les hommes. Reprends des sentiments humains. Partage les joies et les douleurs des hommes. Aime et sois aimée. » Lise répondit douloureusement. « Ma parole me retient. Autrement, je m'en irais volontiers dans la vallée avec mon troupeau. » « Tu n'as qu'à le vouloir. Tu en as le pouvoir, » s'écria la Bilbs. « Frappe de ta houlette la fente qui est à l'intérieur de la grotte. Fais le signe de la croix et elle se fermera à jamais. Aucun des grillons ne pourra te suivre et tu seras entièrement libre. Lise restait irrésolue, songeant à sa parole, lorsqu'un jeune homme d'une grande beauté se montra et lui tint son langage. « Aie confiance en moi, belle Vierge. Tu vivras là-haut, dans le château de tes aïeux, que je vais rebâtir. Tu vas régner à mes côtés sur cette contrée florissante. Cette femme qui t'a parlé est ma mère, et grande est sa puissance. » Lise fit le signe de la croix et frappa contre la fente du rocher.
Il en sortit non des sons mélodieux, mais les gémissements plaintifs des grillons frustrés de leur troupeau. La Bilbs poussa un affreux cri de triomphe, et son fils se précipita sur Lise pour l'enlacer de ses bras. Mais chose étrange, Lise opposa sérieusement sa houlette au fils de la sorcière et fit le signe de la croix contre le jeune homme. Cet acte brisa tout le charme, et celui qui paraissait si beau tomba en montrant une figure hideuse. La vieille Bilbs tomba aussi, se roula dans d'horribles convulsions et apparut sous la forme d'une affreuse sorcière. Attends ta récompense, damnée, attends, s'écria la Bilbs en se relevant. Puis elle passa devant Lise, pénétra dans la grotte et brandit contre la fente la racine qui ouvre tout. Le royaume des souterrains s'ouvrit immédiatement, et la Bilbs s'écria : « Arrivez, sortez, grillons, cherchez votre troupeau, punissez cet infidèle, cette parjure, qu'elle ait pour châtiment un éternel désir et une éternelle déception. » Déjà, les grillons entouraient Lise et s'interposaient entre elle et la Bilbs et son fils. « Tu es et tu resteras la nôtre, dit l'aîné du peuple grillon. Quand aucune cloche ne sonnera, quand il n'existera plus d'église, ni d'hommes méchants comme cette Bilbs, alors l'heure de ta délivrance sonnera, pas avant. Attends et garde ton troupeau. Tu ne verras plus le jour sur la terre qu'une fois tous les 7 ans. Alors, tu pourras te montrer avec tes brebis. Et il en fut ainsi. Et aujourd'hui encore, à midi, tous les 7 ans, on peut voir cette Vierge enchantée, avec son troupeau, seule, pâle et triste, dans sa robe blanche comme la neige. Il existe encore des méchants, et les bons sont appelés au temple de Dieu par les cloches.